Madame, Monsieur, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Voici les principales articulations. Le Togo a enregistré une croissance stable depuis 2016, mais il faudra redoubler d'efforts. C'est ce qui ressort du dernier rapport annuel sur les perspectives économiques en Afrique subsaharienne, publié par la Banque monétaire internationale, à découvrir dans cette édition. Et puis les Togolais ont désormais un manuel sur l'histoire du peuple évé, le royaume de Noche. C'est le titre de l'ouvrage écrit par Evefiagan Togui Agokoli IV et préfacé par le Premier ministre Komi Selom Klassou. À découvrir tout de suite dans cette édition. Voilà pour les titres une fois encore. Bonsoir. Je vous le disais, le Fonds monétaire international FMI a rendu public ce jeudi son rapport annuel sur les perspectives économiques en Afrique subsaharienne. Un rapport qui fait état d'une légère accélération de la croissance dans 2/3 des pays. Le Togo, quant à lui, enregistre une croissance stable depuis 2016 qu'il faudra néanmoins élever. Yasmine Kodia, Arnaud Kil. Le rapport 2018 du Fonds monétaire international FMI sur les perspectives économiques en Afrique subsaharienne souligne que la période d'augmentation constante des revenus dans la zone s'est interrompue à la suite d'un important choc externe pour les pays exportateurs de produits de base. Des perspectives à moyen terme indiquent une croissance timide, même si certains pays conservent un rythme de croissance. Les pays africains, depuis 2016, la croissance a repris, mais que cette croissance-là est timide, en ce sens qu'on ne rattrape pas les niveaux d'antan autour de 2013. C'est tiré certes par la croissance mondiale, et deuxièmement, c'est tiré par le prix des matières premières, et en même temps, c'est tiré par l'endettement externe que beaucoup d'États ont, c'est-à-dire la capacité à aller chercher les devises, des prêts en devises à l'extérieur. La croissance est là. Elle n'est pas encore suffisante pour tirer tout le monde de la pauvreté et en même temps elle fait face à des risques qui sont liés à des risques externes et à des risques aussi internes tels que la mise en place de politiques d'assainissement des finances publiques. Depuis 2013, le Togo a connu une bonne performance en termes de croissance. Lorsqu'on regarde, on est autour de 5%. Et cela est remarquable et ça a été soutenu par le secteur public. Il y a eu beaucoup d'investissements, beaucoup de dépenses de la commande publique qui ont soutenu la croissance. Et maintenant, le challenge, c'est de voir comment l'investissement privé pourrait prendre le relais. Pour que dans le moyen terme, on puisse retrouver le niveau de croissance d'antan. Dans la zone UEMOA, l'activité économique est restée soutenue, mais les déséquilibres internes et externes se sont creusés. Le Togo a connu, selon le rapport, une croissance stable en 2016, mais l'activité économique a connu une baisse au cours de l'année 2017. Objectif prioritaire, rendre l'investissement efficace et l'économie togolaise plus compétitive. Cette édition des perspectives nous montre la voie pour faire face à ces défis. En tant qu'acteurs économiques, cela exige de notre part la définition de stratégies audacieuses et des réformes ardues à mettre en œuvre capables d'accélérer la croissance et la transformation structurelle de nos économies, afin de saisir les nouvelles opportunités de réaliser le bien-être de nos populations et promouvoir le développement durable. Pour rappel, le Togo ne reste pas les bras croisés, mais améliore chaque fois sa performance dans le domaine du climat des affaires et renforce au même moment son réseau dans le secteur des infrastructures. L'activité économique a connu une certaine baisse au cours de l'année 2017. En raison des manifestations sociopolitiques et selon les dernières estimations, la croissance économique a enregistré une décélération suite au ralentissement des activités du secteur tertiaire qui sont les plus affectées. La croissance atteindra néanmoins 4,7% cette année et 4,5% au cours de l'année 2019. Le gouvernement reste donc déterminé, malgré les défis, à poursuivre les efforts qu'il faut pour le redressement de l'économie togolaise. Dans ce sens, sous la haute autorité de son Excellence, M. Faure Eswazimana Gnassingbé, président de la République, le gouvernement poursuivra sans relâche et approfondira l'assainissement des finances publiques et surtout la mise en œuvre des réformes
afin de parvenir à une croissance encore plus inclusive et durable. Le FMI propose, entre autres solutions, l'intégration commerciale plus poussée, la réduction des vulnérabilités liées à la dette, le soutien au secteur privé et le maintien de la stabilité macroéconomique afin de relever la croissance à moyen terme. Direction maintenant la plaine de Meaux, longtemps qualifiée de 6e continent, est désormais la porte du futur, tournée vers le développement. Avec le projet PDRI Meaux, la plaine renaît de ses cendres et a de beaux jours devant elle. Comment cela est-il possible? À découvrir dans ce grand format signé Adolphe Paca et Pierre Soussoupo. Le projet de développement rural intégré, conçu et mis en œuvre par le gouvernement togolais avec le concours de ses partenaires, vient réécrire une nouvelle page de l'histoire de ce coin du Togo. Les actions qui ont été menées par le gouvernement togolais dans toute la plaine de Meaux touchent tous les aspects de développement. Le souci que le chef de l'État a d'améliorer le niveau de vie de toutes les populations qui vivent dans la plaine, de la santé à la fourniture de l'eau, de l'électricité, à la commercialisation, en passant même par le désenclavement avec la construction des pistes qui ouvrent le marché de la plaine de Meaux aux autres marchés du territoire et même sur le plan international. La liste des résultats de ce projet est bien longue. Divers domaines sont touchés par ce touti. À travers les 6 cantons que compte la préfecture, la construction des pistes rurales a permis de relier les localités entre elles. Écoles, centres de santé, centres de loisirs et bien d'autres infrastructures y apportent des changements au jour le jour, comme ici dans le canton de Kaningbara. Vraiment, nous a bien travaillé. Actuellement ici, là, notre milieu, là, ça a beaucoup changé. C'est beaucoup changé. Ça a changé. Ça a amélioré beaucoup. Vraiment, on avait des problèmes de se déplacer dans les autres villages, même s'il faut aller chercher quoi. Bon, comme il n'y a pas les pistes, on ne pouvait même pas. Même les rivières, si c'est inondé, on ne peut rien faire traverser. Le PDRI Meaux a entamé un chantier non encore achevé. La coordination du projet en est consciente. Mais les grandes composantes du projet ont été réalisées à presque 100%. Au chapitre des infrastructures, des magasins et des centres communautaires sont créés. Ils viennent résoudre les difficultés d'accès aux structures d'accueil. Djarkmanga, chef-lieu de la préfecture de Meaux, fait figure d'une ville en construction. Cette infrastructure est très importante pour la population de Djarkmanga, car avant, les conditions de réunion étaient très précaires dans la localité. Et le visage de ces changements s'observe. Ça et là, les bâtiments poussent. À l'entrée de ces territoires, ce sont les bureaux de la préfecture qui offrent leur attraction. À quelques encablures de là, l'inspection générale des enseignements primaires et secondaires. L'accès à l'eau potable, à l'électricité et à bien d'autres palettes de services sociaux de base, chose désormais possible. Nous sommes très heureuses. Aujourd'hui, nous avons l'eau potable à portée de main. Avant, ce n'était pas possible. Nous sommes vraiment contentes pour ça. Merci au président de la République, Faure Gnassingbé, pour le développement de notre milieu. Dans cette école primaire publique de Banda, apprenants et enseignants ont redécouvert le goût de l'école. Ici, comme dans les autres cantons, le PDRI Meaux leur a apporté bâtiments et cantines scolaires. Maintenant, comme nous avons les 2 bâtiments, les enfants sont fiers de venir à l'école, les parents se sont fiers, les enseignants se sont fiers de venir à l'école pour fréquenter. Donc on a eu 100% de CPD. Toutes ces actions sont aujourd'hui possibles grâce au concours des populations qui ont cerné l'urgence des actions à leur profit. Et les parcelles, les espaces qu'ils vont céder à cet effet vont être indemnisés. Il y a une indemnisation communautaire qui touche d'abord les biens communautaires, c'est-à-dire quand une propriété perdue est communautaire, on fait une indemnisation communautaire. C'est le cas des terres. De Bolou à Kaningbara ou encore de Folo à Tassi, ou bien de Djarkmanga à Tindjassé, la tranquillité, la forêt, la nature et l'harmonie sont les choses les mieux partagées ici. Et le projet prévoit la promotion des zones d'aménagement agricole planifiées
Elles permettront aux producteurs de mettre en valeur des espaces cultivables et d'en tirer meilleur profit. 1500 hectares par ZAP, ce qui fait 4500 hectares pour permettre de regrouper ou de fédérer ou d'agréger toutes les activités culturelles. Ils se retrouvent en coopérative depuis la production jusqu'à la mise en marché. Somme toute, les indicateurs sont au vert pour un épanouissement réussi de cette contrée, jadis considérée 6e continent. La plaine de Mo aujourd'hui n'est même plus à comparer à celle d'hier. L'accès à l'eau est facile, le taux de scolarisation a augmenté, il n'y a plus de cessation des classes parce qu'il n'y a plus ou bien il y a avant. Nous avons construit des centres de santé, le taux de fréquentation est en nette amélioration. Il nous appartient au niveau de notre département d'encadrer, d'accompagner, d'encourager les paysans à exploiter le plein potentiel de ce projet qui donnera, je dirais même, les capacités aux paysans de changer leur vie. Et les jeunes que voici font partie de ces milliers de petites mains qui, jour après jour, année après année, façonnent un paysage unique tout autour de la plaine de Mo. Bientôt, un tech hub dans la ville de Lomé. C'est une infrastructure qui se veut être un centre d'innovation où les jeunes passionnés de la technologie pourront se retrouver. Et CTIC Dakar a mené justement une étude sur la réalisation de ce projet dans notre pays. La restitution s'est déroulée cet après-midi à Lomé. Le compte rendu avec Esther Laclé. Un centre d'innovation technologique pour les jeunes entrepreneurs du domaine des TIC. Il s'agit du Tech Hub, une infrastructure en projet. Pour ce faire, CETIC Dakar, premier incubateur et accélérateur d'entreprises en Afrique de l'Ouest, a été mandaté pour la réalisation d'une étude de faisabilité. L'idée étant de voir est-ce qu'il y a une opportunité ou pas de mettre en place ce genre de dispositif ici à Lomé. Donc la démarche a été effectivement de recueillir déjà les impressions du ministère, de recueillir sa vision sur le Tech Hub, d'identifier les parties prenantes éventuelles, d'aller les rencontrer, de recueillir les données macro du pays, de les analyser, de les interpréter et ensuite de donner des recommandations sur ce qui a été fait. Le ministère des Postes et de l'économie numérique a pour mission de mettre le progrès technologique au service du projet économique et social. L'une des composantes de sa politique est le déploiement d'infrastructures, surtout en faveur des jeunes du secteur des TIC. Nous rencontrons souvent des jeunes entrepreneurs et en les écoutant, ils nous disent vraiment qu'ils souhaiteraient avoir cet incubateur. Beaucoup de pays ont des initiatives avec des incubateurs. Il existe également des incubateurs au Togo. Je veux saluer l'effort du secteur privé dans ce domaine, mais nous cherchons également à accompagner cette jeunesse dynamique, ces jeunes entrepreneurs du numérique. Un Tech Hub, c'est un centre d'innovation technologique, mais c'est aussi un centre, un incubateur, et puis ce que nous aimerions en faire, ce serait aussi un centre de travail collaboratif. Et ce qui motive le ministère dans ce projet, c'est d'avoir un lieu physique où les jeunes entrepreneurs dans le domaine des TIC pourraient se rassembler, travailler ensemble, aussi bénéficier d'une connexion Internet ultra rapide, pouvoir avoir accès à des intervenants, notamment des professeurs ou des spécialistes de haut niveau. Le document qui fait objet de restitution d'une 60aine de pages présente entre autres le contexte du projet, les résultats, les atouts et défis d'une telle initiative. Établi sur une superficie de 3000 m², le Tech Hub comportera un Fab Lab, des bureaux, des salles de conférence, des espaces de coworking et de détente. Le ministère en charge de la promotion de la femme a initié à travers le pays une formation sur l'Académie politique des femmes leaders. Prennent part à cette formation les femmes issues des formations politiques, des ONG et associations de plusieurs régions. Elles vont être outillées sur des thématiques devant leur permettre de participer et activement à la vie politique du pays. Les étapes d'Atakwame et Lomé avec Sylvain Abdou et Emmanuel Kalgora. L'Académie politique des femmes leaders vise à contribuer à la consolidation de la gouvernance
avec une plus grande participation des femmes dans la définition, la mise en œuvre et le suivi des politiques de développement. Il s'agit notamment de les former sur la gouvernance et de susciter des candidatures en une première phase pilote sur tout le territoire lors des élections locales et législatives courant 2018. La problématique de la participation de la femme à la gestion de la chose publique, sa représentation et sa représentativité dans les sphères de prise de décision date de la nuit des temps. Les OND, de même que les ODD, ont mis un accent particulier sur l'habilitation et la capacitation de la femme. Les disparités constatées au niveau de cette représentation ont amené les plus hautes autorités du pays à poser des actes et à prendre un certain nombre de mesures juridiques, notamment à réaménager le code électoral en y insérant le principe de la parité. Il me plaît ici de rendre un hommage mérité au chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essozina Gnassingbé, pour sa politique en faveur de la promotion de la femme, du développement de son leadership et de sa participation à la gestion de la chose publique. Cette académie est ouverte aux jeunes femmes ayant une vocation et un engagement politique. 163 femmes âgées de 25 ans et plus, avec au moins le niveau Bac 2, vont bénéficier des aptitudes et compétences en gouvernance et leadership politique. Il y a 6 modules. Il y a un premier module qu'on a appelé les fondamentaux de la démocratie ou les fondamentaux de la vie politique. Deuxième module, c'est décentralisation et gouvernance locale. Troisième module, le genre. Quatrième module, le développement personnel et le leadership politique. Cinquième module, l'organisation des partis politiques. Et enfin, sixième, la communication et la carrière politique. J'ai appris comment me développer personnellement, comment prendre la parole en public, comment m'affirmer, comment m'engager plus dans la politique. Le programme de consolidation de l'État et du monde associatif mis en œuvre par le gouvernement s'étend sur une période de 3 ans allant de 2018 à 2021. Une première séance de formation a réuni les femmes de Lomé Commune du 14 au 19 mai dernier avec le concours du groupe Femmes, Démocratie et Développement GF2D. Et nous reviendrons sur l'étape d'Atakpamé, la région des plateaux, dans nos prochaines éditions. Fini les tracasseries foncières. Depuis mardi, le Togo dispose d'un tout nouveau code foncier qui va permettre à chaque Togolais d'être propriétaire sans contrainte. Nous vous avions fait découvrir l'importance du permis de construire. Et bien ce soir, gros plan sur une autre innovation contenue dans ce nouvel outil. Il s'agit de l'immatriculation foncière. Les explications dans ce dossier de Ulrich Améga présenté par Clarisse Attiquet. La mise en place d'un service de contrôle technique et de sécurisation foncière au Togo par l'ETR favorise l'immatriculation des biens immobiliers. Le dispositif consiste à doter tout bien d'un titre foncier définitif et inattaquable. Il a pour finalité de faciliter les démarches administratives et d'accélérer les procédures d'obtention des documents fonciers. Que ce soit au niveau des propriétaires terriens ou des acquéreurs, le système est conçu pour introduire la célérité dans le processus. Lorsque le géomètre agréé finit d'établir son plan, il le dépose chez nous avec une vignette bien sûr. Donc après avoir s'acquitté des frais de dépôt, ce dossier est enregistré numériquement et analogiquement. Et le dossier, après l'enregistrement, est transmis au bureau de contrôle technique où les collègues vérifient les calculs, de voir si les calculs qui ont servi à l'établissement du plan parcellaire, si c'est bien fait. Et après la vérification, les dossiers sont transmis à notre bureau ici pour la sécurisation. Donc nous faisons la mise à jour pour pouvoir sécuriser les parcelles des requérants. Lorsque nous traitons ces dossiers, si c'est bon, donc ces dossiers sont transmis à la signature. Donc ceux qui sont recalés retournent au bureau de dépôt pour le retrait.
Bon, en dehors de cette sécurisation, nous faisons aussi la mise à jour numérique et analogique des titres fonciers. L'immatriculation assure donc les garanties aux propriétaires et aux acquéreurs. Même si quelques difficultés persistent aujourd'hui, les efforts sont en cours pour sécuriser le foncier au Togo, surtout avec l'élaboration du nouveau code foncier. Des documents sont exigés aussi pour l'établissement de chaque pièce, notamment le plan parcellaire. Si le terrain est acheté dans une collectivité, il faut un mandat, joindre le mandat. Si c'est un don, nous exigeons l'acte de donation. L'acte de donation qui est exclusivement un acte notarié, on exige ça. L'OTR dispose désormais d'un logiciel qui lui permet d'identifier toutes les parcelles immatriculées ou non dans les zones rurales comme urbaines. L'immatriculation reste alors le moyen sûr pour la sécurité foncière. Direction maintenant Kara, où les acteurs de développement de la région ont été conviés à une séance de sensibilisation sur les effets néfastes des produits chimiques et les mesures préventives et de protection. L'initiative vient de l'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques, autorité qui est en tournée à l'intérieur du pays. L'étape de Kara donc avec la correspondance de Nestor Mozo. Les discussions portent sur les produits chimiques utilisés dans l'armement, l'agriculture et dans bien d'autres domaines et dont les effets constituent des menaces pour la santé humaine et pour l'environnement. Ce sont les directeurs régionaux, les chefs services de différents secteurs publics et privés, les responsables d'ONG de l'Ankara qui ont été ciblés pour cette séance de sensibilisation. Une activité que mène l'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques, ANIAC, sur la base des obligations de l'OIAC, Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Nous avons plusieurs objectifs. Sensibiliser la population qu'il existe une autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques. Elle a pour rôle de faire le corollaire entre les armes chimiques et les produits chimiques. Les produits chimiques que nous utilisons au quotidien partout. Il faut contrôler de façon internationale tous les produits chimiques pour que des gens mal intentionnés n'utilisent un produit pour faire du mal à la population. On va présenter l'OIAC qui est l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques et la Convention pour l'interdiction des armes chimiques. Quand on aura présenté cela, on va voir qu'est-ce qu'on peut en bénéficier au cas où le Togo était victime d'une attaque par armes chimiques. Et si par malheur il y a un accident dû aux produits chimiques, qu'est-ce que l'OIAC peut nous aider pour résoudre rapidement le problème? Les mêmes groupes cibles des autres régions du pays devront aussi être touchés dans les prochains jours. Après, l'ANIAC va s'intéresser aux acteurs secteur par secteur. Il y aura donc des séances séparées avec les douanes et les forces de sécurité intervenant aux frontières, les industriels, les chercheurs et les médias. Hors du Togo, l'actualité est marquée par les préparatifs de la présidentielle prochaine au Mali. Et après les préoccupations logistiques, la grosse interrogation reste la gestion sécuritaire. Comment organiser une élection dans le contexte sécuritaire malien? À cela, le général Salif Traoré, ministre de la Sécurité, a élaboré un plan de sécurisation du scrutin. Une stratégie qui mobilise 11 000 agents de sécurité pour environ 23 000 bureaux de vote pour la période avant, pendant et après élection. Dans le reste de l'actualité, il faut également retenir la mort par noyade d'au moins 46 personnes dans le golfe d'Aden hier mercredi. Ce sont des migrants éthiopiens qui avaient quitté la Somalie en direction du Yémen. 16 personnes sont toujours portées disparues après le chavirement de leur embarcation. Retour en page nationale pour vous signaler que l'Institut africain d'administration et d'études commerciales IAEC du groupe BK Université et l'université anglaise et une université anglaise sont désormais des partenaires. La signature de la convention liant les deux universités a eu lieu hier dans les locaux de l'IAEC à Lomé. Et cette convention permet non seulement aux étudiants, mais également aux enseignants, chercheurs de faire valoir les résultats de leurs travaux de recherche dans les deux institutions à travers des filières porteuses. Le reportage est signé Ferdinand Diassoa. Apposition des signatures et échange de parapheurs.
Des actes symboliques à travers lesquels l'Institut africain d'administration et d'études commerciales, IAEC, et l'Université de Wolverhampton d'Angleterre s'engagent à faire désormais route ensemble pour améliorer la qualité de la recherche. Un partenariat interuniversitaire naissant qui s'articule en 4 points. Le premier, c'est le renforcement de capacités et la formation des formateurs. On nous demande de plus en plus d'avoir notre corps professoral propre, donc c'est dans cette démarche-là. Le second, c'est le transfert de technologie avec du matériel que l'université va nous donner. Le troisième, c'est au niveau des infrastructures. Donc nous avons un projet de campus, ils sont prêts à nous aider pour la réalisation de ce projet. Le dernier axe, c'est au niveau du développement et de la recherche et la création de nouvelles filières innovantes. Nous sommes instruits dans une démarche de construire un label de qualité. Créé depuis 1825, l'Université de Wolverhampton est l'une des grandes universités d'Angleterre qui forme des étudiants de plus de 150 pays à travers le monde. La présente convention est donc une aubaine pour les étudiants togolais. La jeunesse togolaise doit se frotter à toutes les jeunesses du monde entier. L'université de Wolverhampton est une université publique avec 25 000 étudiants, dont 5 000 étudiants internationaux. C'est une université générale, mais qui est en train de développer un certain nombre de filières. Et ces filières-là, dans quelques années seulement, vont être déportées et calquées ici à Lomé. Quand on parle de paramédic, quand on parle de tout ce qui est waste management, quand on parle d'énergie renouvelable. Et avec le groupe Biquet, je pense que les choses vont se mettre en place. L'Institut africain d'administration et d'études commerciales, IAEC du groupe BK Université, a ouvert ses portes pour la première fois en 1986 à Lomé. Il forme des étudiants au brevet de technicien supérieur BTS, à la licence professionnelle, au master et au doctorat dans plusieurs filières. Le groupe BK Université est implanté dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre sous l'appellation Institut international de management, IIM. Il forme en moyenne plus de 3000 étudiants chaque année. Cette convention de partenariat fait suite à celle signée en mai dernier entre le groupe BK Université et 3 groupes universitaires du Maroc. L'actualité aujourd'hui, c'est également cette nouvelle entrée dans le paysage littéraire togolais. L'ouvrage « Le royaume de Noche ». L'auteur Evefiagan Togbi Agokoli IV, chef canton de Noche, qui retrace, ou plutôt raconte l'histoire du peuple évé, ses origines, ses luttes et son évolution. L'ouvrage préfacé par le Premier ministre Komi Selom Klassou a été présenté cet après-midi au public. Kwasi Glé et Augustin Kossi nous le font découvrir. L'histoire et la civilisation du peuple évé du royaume de Noche, revisité et reconstitué page après page. C'est un corpus intitulé « Le royaume de Noche » et l'auteur, le voici. Evefiagan Togbi Agokoli IV, chef canton de Noche et président des chefs traditionnels du Togo, une version authentique de l'histoire des Évés. L'ouvrage est paru aux éditions Aoudi et préfacé par Komi Selom Klassou, le chef du gouvernement togolais. Dans cet essai, l'auteur laisse entrevoir les divers pans de l'histoire du peuple évé depuis Babylone jusqu'à Noche. De notre cheminement depuis Babylone jusqu'ici, j'ai détaillé tout ça dans cet ouvrage et vous aurez même les routes depuis l'ancien temps que les Évés ont suivi jusqu'à arriver à Noche. En Noche, ils sont restés longtemps parce que la construction de la muraille qu'on appelle Abobo, ça a pris du temps. Cette muraille qui avait entouré la ville, la cité de Noche à l'époque. Aujourd'hui, c'est parce que les gens sont partis. Il faut voir quelle population Évé aujourd'hui au Togo, quelle population aujourd'hui au Ghana, quelle population Évé aujourd'hui au Bénin. Donc, et la diaspora. Donc, ça fait que l'histoire qui doit nous enseigner tout ça, c'est important de l'écrire. Le royaume de Noche est un essai de 140 pages, très documenté et richement illustré. Et l'histoire des Évés telle que restituée ici n'est pas dénuée d'intérêt pour la postérité. Elle revêt à la fois une dimension traditionnelle, pédagogique et culturelle.
Cette portée est essentielle en ce sens que c'est la première fois qu'un personnage de ce rang qui vit dans cette tradition sort un ouvrage relatant l'histoire de ses ancêtres. C'est en ce sens-là qu'il est important que nous puissions encourager tous les chefs de canton du Togo à faire ce travail-là. C'est à partir de ce qu'ils écrivent que nous reconstituons l'histoire de la nation togolaise. C'est un document facile à lire, simple à comprendre, et qui apporte un certain nombre d'éléments sur l'origine lointaine, les pérégrinations, la mise en place, la construction d'Agbobo, les caractéristiques de cette muraille et puis la dispersion des évêques. C'est donc un chef-d'œuvre dédié à la préservation des valeurs identitaires du peuple évé, mais surtout à la promotion du dialogue des cultures. Pour Guy Madje Lorenzo, ministre en charge de la culture, chaque peuple a son histoire et la meilleure manière de la préserver est de l'écrire. C'est en cela que cette dédicace retrouve sa place à cette période de l'histoire commune de notre pays. Qui ne connaît pas la grande histoire des évêques? Le règne du roi Gokoli, la muraille d'Agbobo et l'exode du peuple évé. Cette histoire est aussi riche et a été diversement appréciée par les uns et les autres de génération en génération jusqu'à ce jour. Enfin, le détenteur du savoir et de nos us et coutumes a parlé. Ce sont les faits vécus par le peuple évé du Togo, du Ghana, du Bénin qui sont racontés aujourd'hui dans cet important ouvrage par un honorable fils, non des moindres, de par ses multiples titres et rangs qui le distinguent des autres citoyens. C'est ici le lieu de remercier encore une fois le président de la République pour sa politique de paix, d'ouverture et de réconciliation, mais aussi pour l'importance capitale qu'il accorde à travers son implication dans la recherche des meilleures stratégies de promotion et de valorisation de notre patrimoine culturel. Quant au préfacier comme Isselom Klassou, toute la quintessence de l'histoire du peuple évé est à lire dans cet ouvrage. Et en parcourant les pages, on se rend compte qu'il est non seulement bien écrit, mais aussi facile à comprendre. Pour nous, qui avons eu le grand privilège de préfacer le livre, il n'y a rien d'étonnant. Rien de surprenant quand on comprend l'étymologie du nom royal de l'auteur, à savoir Ebefiaga, c'est-à-dire le grand roi des évêques, ou sommairement le chef supérieur des évêques. Qui d'autre que lui pour mieux maîtriser les arcanes de cette histoire? Qui donc, dis-je, mieux que Ebefiaga, auteur du livre Le Royaume de Ngotche, pourrait avoir les facilités de descendre aussi loin dans les tréfonds de l'anthologie de l'histoire du peuple évé pour en sortir la quintessence dans un style qui retrace et explique l'organisation socio-culturelle, politique, économique et culturelle des évêques, tout en mettant en exergue la richesse de la langue évé. Ce livre de 140 pages, très documenté et bien illustré, facile à lire, rompt non seulement avec la pratique de la mémoire ancestrale, mais constitue dorénavant une source d'information fiable, indispensable pour nos enfants, mais aussi utile pour les étudiants, les chercheurs et de simples touristes avides de savoir sur l'histoire et la civilisation du peuple évé. Tout compte fait, l'auteur, à travers son œuvre, prône le dialogue des cultures comme vecteur essentiel de la paix et du développement durable. Au regard de la qualité des informations inédites contenues dans ce livre, je recommande vivement la lecture de ce livre à toutes et à tous, car, comme disait Voltaire, je cite, « La lecture agrandit l'âme ». Mieux encore, il constitue une source d'information pour les chercheurs et un défi
puisque le Togo comporte une kyrielle d'ethnies et une mosaïque de peuples dont les histoires restent souvent sujettes à plusieurs interprétations. Et l'homme de la 20e dynastie des Agokoli n'a fait que jouer sa partition. La démarche est à suivre. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique porte à la connaissance du public qu'après délibération du jury, les porteurs de projets de films, longs métrages, fiction, dont les noms suivent, sont invités à prendre part à la résidence de réécriture de leur projet qui aura lieu du 27 juin au 7 juillet 2018 à l'Institut français de Lomé. Il s'agit de Abalotou Patidi Komou pour son œuvre La Matrone, Joliba Gilbert Boukpessi pour Les Ambitieux, Ekwe Kanyi pour le film intitulé Sika, Madje Haïté pour son œuvre La Dernière Lettre du Facteur et Joël Makachidre pour Aujourd'hui je suis mort. Les intéressés sont priés de confirmer leur disponibilité à la Direction nationale de la cinématographie au plus tard le 15 juin 2018. Et nous sommes jeudi, nous ouvrons maintenant la page des sports et nous retrouvons, et je retrouve notre ami de tous les jeudis, Claude Ama. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. On se retrouve donc pour la première page des sports de ce mois de juin, Claude. Et lentement mais sûrement, le championnat national de première division tire vers sa fin. Et hier, pour le compte de la 27e journée à Lomé, Espoir de Thiévier a battu Dito. Anita, avant d'entamer le vif du sujet, permets-moi de te souhaiter un bon retour des congés. J'espère que tu es revenu bien requinqué pour la reprise. Mais oui, justement. Ça se voit. Revenons donc à la 27e journée du championnat national de première division. Espoir de Thiévier en lutte acharnée pour le maintien a empoché les 3 points aux dépens du Dynamique togolais battu 2-1 au stade municipal de Lomé. Reportage Laurent Omavo, affecté à la division de sport, et Tchempio Teba. Avec un espoir d'usure en vert, 15e au classement, et revêtu entre-temps des attributs du désespoir, Dito en rouge, 5e, n'avait pas trop de soucis à se faire lors de cette 27e journée de la D1. À la 24e minute, ceci a été confirmé à travers cette ouverture du score d'Abdoulaye Mohamed sur un tir de 20 mètres. Dito 1, Espoir 0. 2 minutes après cette ouverture de score, soit à la 26e minute, Franck Mawena, voyant l'addition non encore salée pour Espoir, veut la corser, mais la balle passe à côté des cages de Bati Seydou. Ce score d'1-0 en faveur de Dito est conservé à la pause. Reprise un peu terne, marquée par quelques actions sans succès. Mais à la 74e minute, Espoir réussit à égaliser sur coup franc d'Agbagnon Kofi. Égalisation suivie du deuxième but, signé à la 85e minute par Agrigna Gamal. Espoir remporte la partie à 2-1. L'objectif, c'était la Coupe du Togo. Bon, on a perdu aujourd'hui. Bon, on va se concentrer pour samedi, pour la finale. Bon, il faut gagner cette coupe. Il faut gagner cette coupe pour avoir l'obtention de l'échiquier continental. C'est l'objectif premier du Dynamique togolais. On va se préparer. Inch'Allah, on va remporter cette coupe. Il reste 4 journées. Tout est possible. Si on arrive à gagner les 4 matchs restants, on peut faire quelque chose. Nous, à l'Espoir, nous comptons toujours au maintien. C'est ce qui est une source de motivation pour l'équipe. Actuellement, nous luttons pour le maintien. Akara, Asco de la localité et Maranatha ont fait match nul, 1 but partout, quand le leader Koroki bat son dauphin, Samasi Achamba, 1-0. Ascode, Unisport et Fordant de Dapon se partagent un point avec leur nul d'1 but partout. 1 but partout également palimé entre Gomido de la localité et Bukint de Bassar, tandis qu'à 2 pas de là, dans la Vie, Kotoko local bat Togo pour 1-0. Enfin à Lomé, Agaza défait ACK 1-0. Et Claude, dans une semaine démarre la Coupe du Monde Russie 2018 tant attendue et les différentes nations qualifiées ne cessent d'affûter leurs armes.
Bien dit Anita, c'est le cas de l'Espagne et de la Suisse qui se sont accrochés un but partout, alors que le Pérou, qui va retrouver la compétition après 36 ans d'absence, a battu l'Arabie Saoudite 3 buts à 0. Entre cette reprise de volée somptueuse, j'y arrive, de l'extérieur du pied droit. Premier but du latéral pour sa troisième sélection. Une Roja Romagnés en Busquets malade, puni peu après l'heure de jeu sur un centre enroulé anodin de Stéphane Lichtsteiner, mais relâché de manière incompréhensible par Derrea. Ça profite à Rodriguez. Un but partout malgré la sélection pour le capitaine, insuspecté de dopage mais finalement autorisé à jouer la Coupe du Monde. Et puis un but somptueux, vous allez le voir, de Carrillo. 14e match sans défaite pour Los Incas qui arrive en Russie confiant après 36 ans d'absence. Oui, Anita, si les regards seront polarisés à partir du 14 juin sur le pays de Vladimir Poutine pour la grande messe du football mondial, le public sportif de Lomé et de ses environs pourront vivre samedi au stade municipal de Lomé à partir de 15h la grande finale de la Coupe du Togo entre le Dynamique togolais et Gomido de Kpalimé. En levée de rideau à partir de 13h, la finale de la 10e édition du tournoi festif de l'intégration qui opposera le Cameroun au Niger. Merci Claude et on se retrouve jeudi prochain. Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Notez qu'à partir de 21h, vous suivrez en direct sur la télévision togolaise votre émission Jeudi Femmes. Et ce soir, Lys Diamier qui prendra place tout à l'heure dans ce décor. Lys Diamier et ses invités débattront du terme à propos du consentement sexuel. À suivre donc en direct à 21h sur la télévision togolaise. Merci de votre fidélité. Bonsoir. Salut, merci. Comment tu vas? Bien, merci.